Donc, j'ai ajouté un mot récemment au titre de ma présentation, juste parce que je trouvais que ça serait plus logique un peu d'ajouter donc récent, le passé récent. Parce que, évidemment, exposer le passé dans un musée d'histoire sociale, c'est chose courante, c'est rien d'inhabituel. Mais le passé récent, peut-être un peu plus et peut-être aussi un peu plus étrange. Donc, je vais vous parler de ça en vous présentant 3 expositions récentes qui ont été, montrées au McCord dans les 3 dernières années. Heu, Ce que je veux commencer par dire peut-être, c'est que, comme j'ai mentionné déjà à Suzanne, Hélène Sanson, qui est la conservatrice en photo au musée McCord, et moi, on se méfie un peu du terme, rétro. Et donc on a été invités à donner une conférence dans le cadre de cette journée d'études et on en a discuté ensemble. Finalement, Hélène ne pouvait pas être ici, donc c'est moi, ça a pris avec moi. Heu, mais on se méfie un peu du lien qui peut être fait avec la nostalgie. Donc on en a parlé beaucoup, puis je vous avoue que c'est des concepts auxquels on s'est pas vraiment penché, donc en profondeur. Donc c'est les conférences qu'on a vues ce matin, c'était très éclairant à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a comme un inconfort, par rapport à la nostalgie parce que ça peut sembler comme si, on fait des expositions et on utilise, les sentiments des visiteurs pour les allécher, pour les attirer vers le musée, puis c'est un peu inconfortable. Ce qu'on dit plutôt, c'est qu'on fait l'histoire de la photo, c'est tout. On fait pas de la nostalgie, on fait pas du rétro, on fait l'histoire de la photo. Mais, je vous invite à me contredire plus tard. C'est fort possible qu'il y ait plus de choses à décortiquer. Donc, je vais aussi donc vous dire je vais utiliser le mot «on», je parle pour moi et Hélène, mais en fait, c'est souvent mes opinions. On prend ça avec un grain de sel. Donc, je vais vous parler de 3 expositions, Gabor Szilasi, Le monde de l'art à Montréal, 1960 à 1980, qui a été présenté en 2017-2018. Michel Campeau, Avant le numérique, présenté en 2018, et le projet Polaroid, Art et technologie, présenté en 2019. Donc, je commence avec Gabor Szilasi, Le monde de l'art à Montréal, pas seulement parce que c'est moi qui ai commissarié l'exposition, mais oui, en fait, c'est oui, mais parce qu'elle comportait un élément didactique que je considère important et peut-être un peu différent pour une exposition, sur de l'art contemporain. Donc, là, on parle de la période je considère la période 60-70 comme la période contemporaine. Voilà un exemple. Donc, en gros, l'exposition portait sur un corpus photographique, par Gabor Szilasi. Donc il est arrivé, il a immigré au Canada dans les années, fin 50 et rapidement après son arrivée, il a commencé à fréquenter les vernissages d'expositions à Montréal avec sa femme Doreen, qui est artiste et il a documenté sur plusieurs décennies tous les vernissages et les autres événements artistiques qui se passaient à Montréal. Donc, il a bâti un énorme corpus qui représente environ 3600 négatifs, sur toutes ces décennies-là et avant 2017, avant l'exposition, il y avait seulement quelques images ici et là qui avaient été publiées et vues par les membres de la communauté artistique et photographique et en fait le public at large. Et donc on a créé une exposition à partir de ce gros corpus-là et on a présenté 43 images seulement. C'est dans un espace assez restreint au troisième étage. Et 43 images dont 40 étaient inédites, n'avaient jamais été vues. Et on a présenté aussi 6 planches contact. Donc, pour moi, la première fois que j'ai vu ce corpus-là, quand j'ai commencé à travailler avec Gabor, l'archive s'est présentée sous la forme d'une boîte de planches contact. Donc, 100 planches contact, 35 mm, toutes sur papier barité, noir et blanc, c'est impec. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais véhiculer avec l'inclusion des planches contact. On ne voit pas super bien, mais ici, on en voit une, hein. Donc, il y avait 6 planches contact reproduites, plus grand format, qui faisaient des chapitres dans le temps à travers les images, avec des textes, des cartels allongés aussi. Ce que je voulais reproduire, c'était l'expérience d'une planche contact. Donc, elle était posée sur une agrandie, c'était pas la planche contact même,
sur une genre d'étagère et on devait se pencher pour la regarder, comme pour imiter un peu l'acte de regarder une planche contact comme ça. Donc, comme vous savez probablement, la planche contact, c'est un objet obsolète et aussi ce que ça représente, donc la technologie 35 mm, la photographie 35 mm et ou plus largement le rouleau, le film à rouleau. Donc, c'était ma première exposition au Musée McCord que j'ai organisée et j'étais très consciente, ayant travaillé à Artext et dans des centres d'artistes, que le contexte, le public est très différent. Donc, on ne peut pas juste présenter des choses et rien expliquer. Il faut expliquer. Il faut aussi, il y a comme ce que j'ai perçu, c'est qu'il y avait un devoir d'expliquer justement à un public plus large, mais aussi un public de non-initiés, des non-photographes, non-historiens de l'art, beaucoup de noms, mais aussi des gens juste simplement plus jeunes pour qui un négatif veut rien dire ou une planche contact, c'est quoi ça? Donc, c'était l'idée d'être généreux, hein, dans un sens, avec l'information et d'expliquer. Donc, au centre de la salle, il y avait une vitrine et que j'ai conçu comme une table de travail. Donc, c'était un peu il y avait un petit peu de fétichisme là-dedans, mais donc on voit la caméra Leica M4 de Gabor et donc la boîte de planche contact qui constitue l'archive et quelques négatifs, le cahier de notes de Gabor, donc, où il archivait ses rouleaux et un cartel allongé où j'ai expliqué c'est quoi la photo 35 mm. Puis j'avoue qu'au début, ça m'a semblé assez cucu et un peu bizarre, tu sais, d'expliquer, c'est quoi la technique du 35 mm, comment les artistes, les photographes archivaient leur image dans un cahier de notes. Tu sais, c'est une méthodologie qui est très, spécifique à ce médium-là. Par exemple, le fait que tu numérotes tes films, souvent, la plupart des photographes mettent une date ou un genre de code avec une description sommaire de ce que comporte le rouleau. Donc, j'ai expliqué ça de façon très générale et c'était très intéressant comme processus, je dirais, là, d'expliquer quelque chose qui me semble assez simple, mais donc avec l'intention de communiquer une technologie obsolète, mais aussi une méthode de travail. Puis ce qui m'a semblé à un public pour qui c'est étranger. Mais la réalité là-dedans, c'est que, puis ce que je réalise aussi avec toutes les conférences de ce matin, c'est que c'est des technologies qui existent encore. C'est pas, c'est pour certaines personnes. Donc, c'est pas seulement une question de rétro, retour, mais par exemple, pour la génération de photographes de Michel Campeau, de Gabor Siladi, c'est pour certains, c'est une pratique encore courante. Beaucoup de photographes utilisent encore les rouleaux de film, le 35 mm. Ou sinon, c'est une méthodologie qui est encore en eux, qui fait partie de leur formation et de leur façon de voir la photographie, donc qui n'est pas désuète dans ce sens-là. Donc, je vais aller tout de suite à Michel Campeau. Donc, l'exposition Avant le numérique, ou intitulée en anglais Life Before Digital, que je trouve beaucoup plus dramatique. Donc, c'était une exposition rétrospective du travail de Michel Campeau, que je perçois comme rétrospective des 15 dernières années environ de son travail, de sa pratique. Donc, c'est toutes les séries d'œuvres qui composent sa réflexion sur l'obsolescence de la photographie analogique ou argentique des 15 dernières années environ. Donc, l'exposition était divisée en 3 sections. Première, The Donkey That Became a Camera, 2, L'essentiel et 3, L'existentiel, et en 9 séries. Donc, ces séries comportent souvent des photographies trouvées, found photographs, ou plutôt achetées sur eBay.
Donc, qui n'ont pas été prises par l'artiste même, mais par des photographes amateurs ou souvent anonymes. Donc, la date de ces photos varie beaucoup, mais semble se concentrer plutôt vers le milieu du 20e siècle, ces années du mid-century, qui concordent aussi avec la jeunesse de l'artiste, comme par hasard. Donc, cette exposition comportait pas d'objets photographiques du passé en tant que tel, mais bien sûr, c'était rempli de représentations de la technologie argentique et surtout la façon, je dirais, dont elle était utilisée ou littéralement maniée, manipulée. Donc, bien sûr, ce qui intéresse Michel Campeau, ce sont d'expression, les gestes et les rituels de la photographie argentique et l'illustration de ces gestes à travers l'image ou dans l'image photographique. Donc, ce qu'on voit dans l'image, c'était l'introduction ou la première partie, donc la série de Donkey that Became a Camera. Et j'ai amené son plus récent livre qui est le résultat de ce long projet qui, en fait, englobe beaucoup de ces 9 séries qu'on avait présentées. Là, ce que vous regardez, c'est... pardon, je suis perdue dans mes notes. Splendeur et fétichisme industriel. Donc, c'est bien sûr, Michel utilise le mot fétiche, je l'ai utilisé aussi. Je pense que j'aimerais qu'on en parle si vous avez des choses à dire là-dessus. C'est un des termes qu'on n'a pas soulevé à date aujourd'hui. Donc, ici, c'est la série où on voit assez mal, on voit assez mal, mais c'est une série qui est présentée aussi au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est la collection de caméras et autres appareils analogiques de Bruce Anderson. Donc, c'est un collectionneur qui a amassé une méga collection. Et Michel les a photographiés comme des spécimens, comme des insectes ou comme des papillons. Donc, pour faire ressortir leur texture, le design particulier de chaque objet, mais ça les aplanit d'une façon intéressante. Et un fait à ajouter, c'est que, bien sûr, le paradoxe central des œuvres de Michel Campeau récemment, c'est que c'est une réflexion sur l'argentique, mais c'est tout pris avec de la photographie numérique. Donc, il y a un certain aplanissement que le médium rend. C'est une série que j'aime beaucoup parce que aussi ça comprend des caméras les plus connues, mais aussi les moins connues des caméras russes donc avec des noms bizarres, puis c'est tous des designs assez particuliers. Donc, on n'est pas... Vous savez, avec l'œuvre de Michel, je pense qu'on parle de l'industrialisation de la photographie, mais aussi c'est un refus de l'idée que la photographie est une science ou une industrie sans âme, parce qu'on voit toutes les petites particularités des caméras et les égratignures et tout ça. Ici, on voit Instant désiré. Donc, c'est une série faite donc des appropriations de photos que Michel a... Bon, je te dis, j'appelle Michel, mais c'est Monsieur Campeau a acheté sur eBay. Donc, c'est où on voit l'acte de photographier. Il y a souvent des caméras dans les images. Et donc, c'est beaucoup sur la situation relationnelle que crée la caméra et l'acte de photographie. Ici, on a Dans la pénombre. C'est une série d'images, encore là, tirées de eBay et autres sites comme ça. Ici, c'est les images même qu'il a achetées. Donc, on voit encore très, très mal, mais c'est des photos de gens dans les chambres noires, prises au 19e siècle, certains, mais surtout au 20e siècle. Et où ça s'appelle ça s'appelle pas ça, mais moi, je connais la série comme les gestes et les rituels de la chambre noire. Donc, littéralement, on voit les gestes qui devenaient
comme des automatismes dans la chambre noire. Et donc, c'est toute une réflexion sur comment le corps est imprégné, dans un certain sens, de la photographie argentique et comment c'est perdu, évidemment, aujourd'hui. Et là, je vous montre aussi la série Dark Room ou Chambre noire. Et c'est peut-être la série qui a tout commencé, la suite de séries de Michel Campeau. Donc, c'est au début des années 2000, il y a eu le flash, littéralement, de photographier les chambres noires qui étaient en train d'être démantelées à travers le monde. Donc, il a voyagé, il a visité les photographes, certains des plus connus, certains moins connus, certains des artistes, certains plus industriels ou commerciaux, et a photographié les chambres noires avant qu'elles ne soient démantelées. Et tout ce qui ressort, c'est vraiment, bon, il a créé des images abstraites, presque, qui ressemblent à des peintures modernistes, hein, du 20e siècle. Mais aussi, ce qu'on voit encore là, c'est que la photo argentique était très, très vernaculaire, très personnelle, était imprégnée de la subjectivité du photographe. Puis, je parle de la façon que la chambre noire était agencée, la façon dont les photographes trouvaient des moyens, des trucs pour dévier certaines contraintes du médium et tout ça. Et je vais terminer avec juste la série Rudolph Hetz. Donc, son livre aussi. Les deux sont publiés par Loco de Paris. Donc, c'est toute une série d'une archive achetée sur eBay, photographiée par Rudolph Hetz. Mais ça s'appelle une autobiographie involontaire. Donc, où Michel s'est en quelque sorte mis dans la peau de Rudolph Hetz, qui était un scientifique américain immigré aux États-Unis. Et c'est des images de famille. C'était le photographe de la famille. Et donc, il a reconstruit. Je vous invite à regarder parce que je vais mal le décrire. Là, mais dans toutes ses œuvres, je pense que Michel se met se crée une famille, se crée une communauté à travers les images des autres, je dirais. Donc, finalement, le projet Polaroid, que je pense que vous avez vu ensemble, Suzanne a dit que le groupe de recherche était allé voir l'exposition. Donc, première chose à savoir, c'est que ce n'est pas le McCord qui a organisé l'exposition, c'était organisé par le FEP, le Foundation for the Exhibition of Photography, qui est comme un organisme international composé de commissaires qui travaillent à travers le monde, qui organisent des expositions et les circulent. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas de base en tant que telle. Mais c'était en fait organisé en collaboration avec le MIT Museum à Cambridge et le Westlic Museum for Photography à Vienne. Donc, ça a été co-commissarié par Bill Ewing, qu'on connaît de Optica anciennement, Barbara Hitchcock, qui était responsable de la collection Polaroid pendant plusieurs années, et Deborah Douglas, qui travaille au MIT Museum et s'occupe surtout de la collection de sciences et technologies. Donc, c'est une exposition qui a voyagé beaucoup à ces deux, MIT, Westlic, mais aussi à Hambourg, à Singapour et au Texas, entre autres. Donc, c'est une exposition que le McCord a reçue et a été l'hôte. Et donc, ça nous a été, it interested in us, même en anglais, je ne peux pas. Ça nous a intéressés parce que, par le fait que l'exposition, justement, combinait l'art et la technologie, ou plutôt parce que l'exposition ne présentait pas seulement la dimension artistique de la photographie, mais aussi son histoire technologique, mais surtout la dimension sociale de son histoire technologique. Donc, il nous a semblé que l'exposition, et ça, c'était avant l'avoir, bien sûr, explorait le phénomène du Polaroid, tant dans la production de la technologie, mais aussi dans son usage et sa résonance culturelle. Donc, ça, je vous montre la première section, observation.
Et donc, quelques exemples, on voit l'image à droite, c'est Daoud Bey, le portrait de Hillary Clinton. Hillary Clinton, de Chuck Close et quatre autres photographes à gauche. Et donc, c'était, comme vous savez, c'est une exposition qui était divisée essentiellement en deux, donc en art et technologie, de façon assez binaire. Pour le McCord, on a créé une promenade technologique où il y avait une vitrine, une longue vitrine divisée en quatre qui qui divisait en fait l'espace art et dont on voyait à travers les photographies d'art. Et donc, les photos d'art étaient tirées principalement de la collection Polaroid, qui est maintenant divisée, en fait, là, qui n'est plus intacte. Et donc, c'est une collection qui s'est bâtie à partir des années 60, surtout, de façon plus officielle au moins, où la compagnie Polaroid avait un programme de Artist Support Program. Donc, envoyait du film et des caméras aux artistes et gratuitement en échange pour des œuvres. Donc, se sont conçus une collection comme ça. Et ce que Barbara Hitchcock disait, c'est qu'il y avait le premier choix. Donc, le fait que c'est des images uniques, ça veut dire ils ont pris le meilleur. Ils ont pris le meilleur, se sont bâtis une collection, mais les artistes revenaient, en faisaient beaucoup et tout le monde a fait du Polaroid, incluant aussi, ils ont développé la caméra 20-24. Donc, littéralement, la photo est 20-24 et la caméra est énorme. Il y en a toujours une, il y en avait seulement quelques-unes au monde. Il y en a toujours une qui est utilisée à New York et qu'on peut louer et que plusieurs artistes, dont Evergone, ont utilisé beaucoup. Donc, c'était divisé, comme je dis, la vitrine technologique était composée de caméras, donc tirées de la collection du MIT Museum, incluant aussi tous les prototypes du Polaroid. Et la section art était divisée en thématiques. Il y avait 9 thématiques, 8 zones thématiques avec des titres comme observation, mise en scène, interrogation, expression, bla bla bla. En fait, c'était des thématiques un peu aléatoires. Ce qu'on a déterminé après le fait, c'est que les images auraient pu être organisées différemment et ça aurait été tout aussi convaincant, disons. C'est très négatif, mon compte rendu. Et à la dernière salle, donc, on a inclus une œuvre installative, collaborative, où on a demandé ce qu'on voit avec les corps de couleur. On a demandé à des photographes amateurs de Montréal de contribuer des Polaroids. Donc, les gens envoyaient les Polaroids, vous pouvez les déposer dans l'expo dans une boîte dédiée et les accrochaient ensuite dans l'œuvre collaborative. Et aussi, ça a été, il y a plusieurs groupes dans le cadre d'actions éducatives qui ont produit des Polaroids dans le cadre de l'exposition. Donc, on a aussi ajouté d'ailleurs 3 photographes du Québec, Benoît Aquin, Louise Abbott et Charles Gagnon. Et donc, on a reçu, en somme, pas mal de critiques pour cette exposition. En fait, moi, j'en ai reçu parce que c'est surtout de la part de la communauté photographique. Mais ce que je peux vous dire, puis il y a diverses raisons. C'est toujours difficile quand c'est une expo qui vient d'ailleurs. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec cette exposition-là, c'est que ça offrait une histoire alternative de la photographie. Donc, beaucoup des images, puis un des commentaires que j'ai entendu, c'est que c'était des œuvres mineures par des photographes majeurs. Puis, donc, c'était ça incluait des photographes internationaux
beaucoup très connus, mais des images qu'on n'avait jamais vues parce que c'est des Polaroids et souvent, ça produit un différent type d'image, ce médium-là. Donc, ça permettait de regarder l'histoire de la photo standard, mais d'un autre point de vue complètement. Mais aussi, pour moi, ce qui est important avec cette exposition-là, c'est toujours la question de montrer que rien n'est nouveau, que l'esthétique courante qu'on retrouve sur Instagram, surtout, est pas nouvelle, mais on doit et doit beaucoup à des phénomènes comme le Polaroid. Donc pour moi, il y a toujours le souci de raconter l'histoire pour comme tenter de compenser le presentism, tu sais, le présentisme, je ne sais pas si ça se dit en français, mais dans lequel on se retrouve aujourd'hui, l'idée de jamais retourner en arrière, c'est ce qui est aussi un danger, tous ces... OK, valide. Donc, puis qui est souvent... dont la cause est, je dirais, les réseaux sociaux, ce présentisme-là. Donc, dans le cas de Michel Campeau, l'ambition, c'était de montrer une exposition presque rétrospective d'un artiste qui mène depuis plusieurs années une réflexion approfondie sur l'impact du tournant numérique sur l'histoire de la photographie. Dans le cas de Gabor Szilasi, c'était, donc pour revenir au début, c'était pour montrer la dimension physique ou matérielle de l'archive photographique et de la pratique photographique. Donc, pour terminer, ma vision de la photographie au McCord, c'est toujours de raconter l'histoire de la photographie sous toutes ses facettes, donc incluant l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire de la technologie, la pratique sociale de la photographie, même comme outil de propagande, comme forme d'activisme, etc. Donc, le but, c'est de profiter en fait du fait que le McCord est un musée d'histoire sociale et non un musée des beaux-arts, et donc de profiter de la liberté que ça donne pour raconter l'histoire de la photographie d'une façon un peu plus complexe. Je vais arrêter là. Merci. Merci Zoé. Donc, merci Zoé pour cette tournée des récentes expositions sur d'anciennes choses qui sont peut-être pas si anciennes précisément. Il y a plein de choses qui m'ont accroché dans le bon sens, évidemment, dans ta présentation. Je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de revenir sur le rétro, on n'aime pas ça. On ne veut pas fabriquer de la nostalgie, mais dans tout ce que tu racontes, il y a quand même du sentiment, tu vois. Oui. Alors, pourquoi refuser que ce sentiment? Puis, je regarde le vocabulaire. Bon, l'histoire, la documentation, on veut bien, mais ça entraîne ça aussi du sentiment. Et puis, les fameuses techniques obsolètes, si elles sont obsolètes, c'est que ça appelle à une réflexion nécessairement. Mm-hmm. Et puis, le fameux fétichisme, parlons-en, puisqu'on n'en a pas encore parlé. C'est assez intéressant, précisément, de parler de fétichisme par rapport à ces objets-là. Parce qu'il y a peut-être du fétichisme, précisément, ou comment est-ce qu'on appellerait ça? Cette collection d'anciens appareils et d'anciennes choses qui sont maintenant obsolètes. C'est du fétichisme, c'est de la nostalgie? Oui, je te parle. Oui, je réfléchissais. Non, c'est à Samy que je parle. Ah, Samy. Vous pouvez toujours réfléchir vous aussi, j'ai rien contre. Je pose la question à Samy parce qu'il est jeune et collectionne ces choses-là. Et je disais ce matin, il y a mon vieux C6 à côté de lui. Donc, il y a quelque chose là qui... Fétichisme, nostalgie. Oui. Ben, c'est ça, un autre élément que je pense pas que je l'ai dit, c'est que, tu sais, dans le travail d'un conservateur dans un musée avec une collection, ces choses-là sont jamais très éloignées. C'est pas vraiment du passé, tu sais, je veux dire, c'est parce que ça fait partie de nos vies de tous les jours. Donc, il y a pas la distance que certains, que peut-être des générations plus jeunes ont avec ces objets-là, que peut-être écoute, la distance, je ne le sais pas. Moi, je vois plus de curiosité que de distance. Précisément, c'est un peu pour ça que je m'adresse à Samy, parce qu'il est jeune. Je pense que le fétichisme est une conséquence d'une situation. Je pense que ça rejoint la pratique que Guillaume évoquait ce matin, de sa batterie, qui par la suite t'a amené à devenir
un musicien rétro et à continuer parce que tu avais cette pratique là-dessus et à développer ton intérêt pour ce champ ce type d'instrument, ce champ de recherche-là. Mais initialement, le mouvement initial n'est pas fétichiste. C'est ça. Le mouvement initial est une pratique complètement spontanée d'un appareil qu'on Mhm. n'historise pas. C'est Mhm. à partir du moment où la pratique commence et les appareils qu'on possède se multiplient, c'est là qu'il y a une fétichisation qui se développe petit à petit par la pratique, mais je ne crois pas qu'elle soit initialement ou l'impulsion initiale. Je ne pense pas qu'il y ait d'attrait pour le rétro dès le départ, mais Ouais. qui vient en cours de pratique pour une génération qui est jeune. Peut-être que la nostalgie est plus présente chez quelqu'un comme M. Campo, où il y a un rapport historique. Et ce sera à lui de nous répondre, mais je voulais Mais c'est juste... justement parce que c'est toi qui as utilisé le mot plutôt capitaliser sur la nostalgie. Puis je pense que c'est là où la méfiance se retrouve. ok. C'est l'idée que non, on fait de l'histoire, on raconte l'histoire. Puis pas de façon objective. Il n'y a aucune intention d'objectivité ou neutralité. Mais on veut pas vendre des propos, là. Ok, en ce sens-là, ça se Ouais. comprend, oui, tout à fait. C'est pas la même chose que Urban Outfitters qui vendent des photos, des caméras Polaroid. Là. Nécessairement pas. Vous êtes un musée sérieux, ça on le sait, il n'y a pas de problème. Mais ces questions-là sont soulevées pareil. Tu vois, c'est parce que on change de terminologie, mais éventuellement, ce que vous avez montré là, par exemple, les appareils Polaroid, c'est du véritable vintage, ça. Qu'on était ravis de voir par ailleurs parce qu'on les voit plus. Oui. Donc, c'est sûr que je ne pense pas que ça induise la nostalgie, mais bien d'autres sentiments qui sont plus de l'ordre de la curiosité. Avant de vous passer la parole, parce que je vous vois trépigner, je voulais juste ajouter un peu sur la curiosité. Je ne crois pas que les jeunes, actuellement, voient ça comme des vieilles affaires sans intérêt, tout au contraire. Je donne un petit bout de cours d'argentique cette année et je suis assez étonnée de voir ce qu'ils veulent, c'est comprendre la matière puis faire des belles images. Ce qui est assez intéressant en soi. Puis j'avais évidemment d'autres affaires concernant Instagram, le présentisme qui est du rétro, puis machin. Moi, je suis très anti-réseaux sociaux. Moi évidemment, j'en ai besoin pour mes recherches, mais on pourra en discuter. Je vais juste laisser s'exprimer la salle. Philippe, vous étiez le premier, je crois, à lever la main. Je pense peut-être que Michel Campo voulait répondre à Samy. Il y avait Katrina avant moi. Je croyais que vous étiez avant Katrina. Je ne voulais pas... Mais peut-être que... Ouais, Michel, veux-tu? Je ne voulais pas vraiment répondre, mais je voulais pas m'insinuer dans la conversation. Mais j'ai étudié mon travail sur les caméras splendeur et fétichisme parce que ça m'a plu. Ça m'a plu parce que quand je regarde la pratique amateur, où longtemps j'ai regardé et méprisé la pratique amateur, où je me suis détaché de la pratique amateur, et honnêtement, je pense que j'allais mépriser dans ce sens que pour les amateurs, ce qui détermine la qualité de la photographie, c'est les appareils, c'est les téléobjectifs, c'est les filtres, c'est toute la panoplie d'équipements qui vont assurer la qualité d'une bonne photographie. Mais en fait, ça se passe dans le cerveau, hein, une bonne photographie, ça se passe dans la tête, ça se passe dans une sensibilité, d'une part. Mais ça m'a... Et la pratique fétichiste, je le vois aussi chez des photographes professionnels. Ben oui. En fait, j'ai pour mon dire que tout appareil a son propre génie, dans la mesure où il rencontre un génie humain, si on veut, d'une part. C'est une chose. La question de... Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Dans le projet Frank, qu'on n'a pas abordé, dans le projet Frank, c'est là que j'en suis venu justement à cette compréhension que chez le photographe artistique, il y a une intentionnalité. Chez l'amateur, il y a des accidents. Il y a des bonnes photographies il y a des très, très bonnes photographies qui valent aussi bien celles d'un photographe conscient, mais c'est un peu accidentel. Il y a aussi des accidents chez les photographes artistes. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais les bonnes photographies des amateurs, bien que il y a des bons amateurs aussi, mais des vraies bonnes photographies de mon point de vue, celles que je recherche, parce qu'on me dit, tu as une sensibilité dans tes choix. Mais cette sensibilité-là, elle est celle que j'avais il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est la même sensibilité. Je recherche ce
que je faisais. Donc, je reviens à la question de la nostalgie. La nostalgie, c'est une dynamique. C'est une dynamique, ce qui fait qu'on plonge dans notre histoire, on plonge dans notre passé, et pour mieux se définir aujourd'hui. Je ne le vois pas comme quelque chose de péjoratif, la nostalgie, je le vois comme quelque chose d'actif. Ça peut être effectivement quelque chose qui nous fige, qui peut nous figer, mais qui peut aussi nous dynamiser. Et moi, là, je ne vois pas vraiment, je vois pas cette dimension-là dans mon rapport à l'image ancienne, aux images anciennes, mais je les vois comme une façon de mieux me comprendre, de mieux comprendre l'histoire, de mieux comprendre d'où je viens, de mieux comprendre la photographie. C'est en fait tout ça pour dire que mon travail est un jeu entre la réalité fictionnelle et l'histoire de la photographie. Je pourrais définir ça comme ça. Juste pour dire aussi que, chose amusante, Zoé a nommé mon travail, mon livre, The Donkey That Became a Camera. C'est pas ça, j'ai dit, c'est pas ça. Et en fait, le vrai titre, c'est The Donkey That Became a Zebra. Elle dit, ben, Mais j'ai Oui, trouvé c'est ça, vraiment c'est toujours intéressant. C'est pas la première fois. Voilà, C'est grosso ça. modo, pour les deux aspects du fétichisme et de la nostalgie. Katharina, je croyais que tu veux. Parce que je rebondis directement là-dessus, merci beaucoup de la décrire comme dynamique, parce que la problématique justement qu'il n'y a pas juste une nostalgie, et que je trouve très bien si elle n'est pas comme prédéterminée par soit la maison de production ou là dans ton cas, donc dans le cas d'une expo, parce que la nostalgie vient toute seule ou elle ne vient pas. C'est ça les dynamiques. Soit les personnes qui participent, il y en a qui sont nostalgiques, d'autres non. Et c'est juste à ce moment-là où on peut avoir la critique, quand souvent, il y a comme l'idée d'une nostalgie précadrée, préfabriquée. C'était ça la critique de Baudrillard et de Jameson d'ailleurs. Je pense que ces deux auteurs-là sont beaucoup plus nostalgiques que de la nostalgie d'avant, si on veut, mais moi, c'est un autre débat. Et je pense aussi, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que la nostalgie, ce n'est pas un produit de l'Occident. La nostalgie, c'est vraiment des collègues anthropologues et c'est un sentiment universel de notre finitude, parce qu'on va mourir. Et c'est là aussi peut-être il y a une projection, peu importe l'âge qu'on a par rapport aux objets, par rapport à comprendre en fait les vieilles technologies, c'est de réapproprier, donc cette curiosité-là, et ça vient de cette finitude-là aussi. Ça toutes les cultures, qu'elles soient orales ou pas. Donc c'est vraiment cette nostalgie dynamique qui a des facettes très multiples et qui est cyclique. Et que nous, parfois, on oublie, on ne peut même plus assumer une certaine nostalgie créative parce qu'elle est constamment, en fait, soit exploitée politiquement, soit d'un point de vue de la marchandisation du capitalisme. Et donc, c'est très, très difficile d'assumer que non, la nostalgie, ce n'est pas juste le passé. Et je pense aussi la photographie. Moi, je ne suis pas non plus la plus grande fan des réseaux sociaux numériques, mais j'aime beaucoup Instagram quand même. Ça m'amuse aussi parce que c'est une nostalgie du temps présent. Et puis, je n'ai aucun problème avec ça. Donc je pense que c'est aussi ces nuances-là, mais je trouve ça très bien si ce n'est pas prédéterminé. Et merci beaucoup d'avoir parlé de la nostalgie dynamique, parce que je pense que c'est exactement ça quand on a lancé pratique-là sur le photographique aussi. Voilà. C'était plus un commentaire, là, c'était pas... Mais en tout cas, je trouve ça bien, cette prise de position-là, de ne pas chercher à produire déjà en amont une nostalgie qui de toute façon ne sera pas sec en pense. Donc je trouve que c'était un bon positionnement. Merci. Mais à quel point cette finitude-là, elle s'incarne dans le support 35 mm et son nouvel usage. Mais c'est dans l'histoire du médium qu'on sait être en état d'obsolescence. Il y a comme une Non, adéquation. je parlais de la qui est finitude de nos vies, pas Oui. des technologies aussi. On revient Oui, à mais en quoi elle l'obsolescence, mais- s'incarne, en quoi Ah oui. ça peut être une incarnation Tout à fait. aujourd'hui, la renaissance du 35 Exact. de ce symptôme-là. Et aussi que les nouveaux médias sont jamais si nouveaux que ça. Donc, Et aussi Quelle par rapport à renaissance est jamais- C'est justement ça. par rapport à la fascination technique dont parlait M. Campo, il y a aussi le phénomène aujourd'hui, le sentiment que j'ai personnellement, que le 35 mm est une justification artistique. En soi. Plutôt que de faire des bonnes photos, on fait du 35 mm qui suffit comme justification personnelle d'une Non, mais activité c'est ça, Fanny, qui a été photographique. ma surprise. On veut aussi faire des bonnes photos. Oui. Pas juste connaître le 35 mm. Et je pense que moi, j'adore ça, montrer comment ça marche, l'argentique à des jeunes, parce que
suis surprise. Mais ça, c'est des étudiants en photographie. Non, Non, c'est non, des en histoire de étudiants en rien, en En histoire rien. de l'art. En rien. En histoire de l'art, et pas qu'en histoire de l'art, c'est pour ça que je Sciences dis en vacances, sciences vacances, pas professionnelles. Vous avez quelque chose à dire? Oui, et ben, merci pour le tour d'horizon, effectivement. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, puis on peut blâmer ça sur le zeitgeist ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas nécessairement fan, mais que dans les 3 expositions, il y a quand même cette idée de la fin d'un monde, que ce soit le monde de l'art à Montréal, avec Michel Campeau, c'est peut-être l'idée d'une photographie analogique, live before digital, qui n'est plus un monde maintenant. Ce monde est mort un peu, puis là maintenant tout le monde est rentré dans le digital, donc tout le monde pas. Avec Polaroid, l'idée de Polaroid comme on le connaît, qui est mort et qui a été qui est pas mort, mais qui a été réinventé avec Impossible Project. Donc il y a quand même, je trouve, cette idée de réinterprétation, de recyclage qui est aussi en parallèle ou indissociable l'idée d'un truc qui devient obsolète. Fait que peut-être plus aussi les 3 expositions, juste savoir qu'est-ce qui fait que ces 3 expositions-là sont arrivées non, en même temps ou vraiment proches l'une de l'autre et qu'est-ce qu'elles disent ensemble les 3? En réponse à ton commentaire, c'est que c'est ça encore, comme pour moi, dans mon travail, je travaille avec des gens de la génération de Michel Campeau et de Gabor Szilasi, et pour qui c'est pas obsolète. C'est toujours... Donc, c'est un peu faux de dire que ça n'existe plus. Donc, ça n'a jamais arrêté. C'est juste que ça a changé. Les conditions d'utilisation ont changé. Oui. Donc, c'est des expositions qui sont arrivées. Gabor Szilasi, je ne sais pas, mais oui, en même temps, parce que c'est à cause du tournant numérique ou plutôt, pas le premier tournant numérique dans les années 90, mais où la photographie numérique avec les réseaux sociaux ont complètement changé la façon dont la photographie est enseignée et dans les 15-20 dernières années, disons. Là. Donc, oui, c'est une réaction à ça, mais c'est aussi, je dirais, c'est des générations qui vieillissent. Dans le cas de Gabor Szilasi, il y a 91 ans maintenant. C'est sûr que pour lui, c'était un regard rétrospectif sur sa vie, sur sa production. Donc, puis les émotions rentrent là-dedans aussi. C'est une genre de nostalgie. Dans le cas de l'exposition, justement, de Gabor Szilasi, c'était une nostalgie pour un monde, une vie culturelle, artistique qui n'existe plus aussi, là, qui était très mouvementée, excitante, plein de possibilités. Ça n'existe plus. C'est plus comme ça. Ouais. Mais donc, oui, mais en même temps, c'est ça, c'est difficile de... C'est pas comme si les choses sont... Moi, je vois pas que... Je vois une continuité. Je vois pas une mort, une fin. C'est plus où il y a un certain point où les générations mûrissent et ça devient important de raconter avant qu'il soit trop tard, avant que ça tombe dans l'oubli complètement. Là. Donc, c'est la période récente devient matière à écrire une histoire au plus vite, au plus sacrant, là, parce que ça va partir. Puis d'ailleurs, les gens identifiés dans les images de Gabor Szilasi, 80% sont décédés. Donc, c'est tout un travail de récupération à faire. Hein. Donc, mais oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'était une bonne réponse mais... Merci.